14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est Brigitte qui a décidé de ce passage à l'acte, c'est personne d'autre. Qu'est-ce qui a passé à ce moment-là pour dire, voilà, je vais prendre un 357 Magnum et je vais aller dans la cave pour aller me tirer une balle dans la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Bonjour. Que s'est-il passé dans le sous-sol du pavillon Dinkviller, en Alsace, le 8 novembre 1999 ? Qui a pressé la détente du 357 Magnum ? Le docteur Jean-Louis Muller aurait-il maquillé le meurtre de son épouse Brigitte en suicide ? L'affaire Muller va ainsi longtemps être celle des interrogations et des suppositions, un théâtre d'ombre dans lequel le docteur Jean-Louis Muller va se voir attribuer le rôle principal sous des costumes peu flatteurs, celui d'un menteur, d'un mari jaloux, d'un mauvais collègue. Faute de preuves et d'aveux, les experts vont alors entrer en piste. Des spécialistes qui vont occuper presque tout l'espace de l'enquête, leur conclusion étant suivie à la lettre par l'accusation. Ils vont affirmer que le suicide de la ravissante Brigitte Muller n'en était pas un et que son époux est très probablement un meurtrier. Pendant 14 ans, jusqu'à son acquittement, le docteur Muller va ainsi se retrouver dans la peau d'un personnage machiavélique, un médecin habité par la jalousie et l'exaspération qui serait passé à l'acte. Comment en serait-il arrivé à un tel point de non-retour ? Quelle preuve contre lui ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Louis Muller. À l'automne 1999, le nom de ce médecin qui exerce dans une paisible commune d'Alsace apparaît à la faveur d'un drame familial, le suicide de son épouse. Le 8 novembre 1999, à 21h24 précise, le centre opérationnel de la gendarmerie de Strasbourg reçoit un appel d'urgence. « Il y a ma femme qui vient de se suicider », indique l'interlocuteur, un dénommé Jean-Louis Muller, 43 ans, médecin qui habite le village d'Ingwiller. Les gendarmes sont rapidement sur les lieux, une maison de 2 étages, flanquée d'une véranda et qui fait office de cabinet médical. Le corps de Brigitte Muller, 42 ans, gît sur le dos, dans la cave, allongée derrière une table supportant un train électrique. Elle est vêtue d'un gilet de laine bleue, d'un jean et d'une paire de sandalettes. La partie droite de la tête a été arrachée par l'impact. Dans ces constatations, le gendarme Wolfert note la présence au pied de la victime d'une arme, un revolver Ruger de calibre 357 Magnum. Une arme plutôt imposante qui exige une solide prise en main. Le docteur Muller dit être rentré chez lui vers 19h40 après une consultation à l'extérieur. Il a dîné avec son épouse et leur fils Alexandre. Le deuxième fils du couple était alors à la piscine. Le médecin explique avoir discuté avec Brigitte, pas une dispute, mais elle lui a fait part des reproches sur son manque d'intérêt à son égard. Il s'est installé devant la télé. Quelques minutes plus tard, il a entendu une détonation. Il a trouvé Brigitte sur le dos et a compris tout de suite qu'il n'y avait plus rien à faire. Il indique que le revolver lui appartient. Il restait enfermé dans un coffret en plastique sous le lit conjugal. La mort de Brigitte est totalement incompréhensible pour le docteur Muller. Il déclare que son épouse ne semblait pas ce soir-là préoccupée. Elle était même, dit-il, d'humeur joyeuse. Le mari raconte que Brigitte avait eu un très grave accident de cheval l'année précédente. Elle avait longtemps souffert le martyre, mais elle était sur la voie de la guérison. Jean-Louis Muller précise qu'il n'a pas de maîtresse et ne connaît aucun amant à son épouse, une femme qui ne parlait jamais de suicide et n'avait jamais tenté de mettre fin à ses jours. L'autopsie indique que Brigitte Muller avait consommé 2 antidépresseurs, mais à très petite dose. L'expert balistique, lui, a du mal à se prononcer. Il conclut que Jean-Louis Muller n'a pas tiré et qu'il n'est pas exclu que son épouse ait tiré. Pas d'empreinte sur l'arme ainsi que sur le coffret qui l'a renfermé. Le 21 février 2000, la procédure est classée sans suite. Il s'agit d'un malheureux suicide. 17 mars 2000, moins d'1 mois après ce classement, le parquet ouvre toutefois une information pour recherche des causes de la mort. Les enquêteurs disposent effectivement de toute une série de témoignages qui ont attiré leur attention. Brigitte est décrite comme une tranquille documentaliste, une anti-candidate au suicide. Un psychothérapeute qui la suivait depuis son accident indique que rien chez elle ne laissait présager un tel geste. Sa patiente n'était pas suicidaire. Les parents
ne croit pas non plus à ce scénario, même si, contrairement aux apparences, tout n'allait pas pour le mieux dans le couple Muller. 15 jours avant le drame, Brigitte aurait rapporté à sa mère cette menace proférée par son mari. « Si tu fais une connerie, je te descends ». Il est établi que Brigitte avait depuis en moins un nouvel homme dans sa vie, Hans-Peter B. Brigitte lui avait dit que son mari ne supporterait pas qu'elle le quitte. Joël, amie d'enfance de la victime, certifie, elle, qu'elle n'était pas suicidaire, même si elle ne la savait pas très heureuse avec son mari. 2 mois avant la tragédie, Brigitte écrivait à des cousins pour leur dire qu'elle avait retrouvé la santé après son accident. « Je réalise combien on peut apprécier la vie, disait-elle, le suicide paraît alors exclu. Le 19 octobre 2000, une nouvelle information judiciaire est ouverte, cette fois pour meurtre contre X. » Et on va voir ce que dissimule cette lettre X qui désigne en fait, on s'en doute, le docteur Jean-Louis Muller. On verra dans le chapitre suivant quel sort va être réservé à ce médecin de famille. Tout de suite, on reste sur cette scène qui est alors une scène de suicide, qui n'est pas encore une scène de crime. Et on en parle avec notre premier invité qui est en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Bonjour Alain Cheval. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone en direct sur RTL. Vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et vous connaissez parfaitement cette affaire. Alain Cheval, dites-nous déjà, qui est ce couple, les Muller? A priori, tout va bien. C'est un couple presque de notables installé dans cette petite ville qui n'est pas très très loin de Strasbourg. Bah c'est du moins l'image qu'il donne, hein, un couple sans histoire, avec un mari qui va, on va dire, il est dans un petit village, donc il est reconnu parce qu'il fait partie, on va dire, de la petite bourgeoisie d'Ingwiller, respecté par ses voisins, respecté par la hiérarchie. Il faut savoir que au-delà de son métier de médecin généraliste, il est surtout intervenant auprès des tribunaux en tant qu'expert judiciaire, en tant que médecin légiste. Donc ça lui donne une certaine notoriété. Et ça va d'ailleurs certainement influencer l'enquête, on va dire, initiale ou préliminaire, puisque quand on arrive chez lui, on arrive chez Monsieur Muller. C'est ça, on arrive chez Monsieur Muller, et vous l'avez dit très très justement. D'ailleurs, c'est un légiste et il est même expert en balistique. Il se passionne pour les armes. Il y en a plusieurs chez lui. Tout à fait. Les armes, c'est un peu sa passion. Et de mémoire, il me semble que dans ses études, il avait rédigé une thèse sur les armes de petit calibre et surtout les dégâts que pouvaient causer les balles de petit calibre, sur les effets en fait des projectiles de petit calibre. C'est vrai que ça va sans doute alimenter tous les fantasmes des enquêteurs et surtout des experts autour de cette thèse qu'il a rédigée plus jeune. Alors là, on n'a pas une arme de petit calibre et on retrouve également notre deuxième invité dans l'heure du crime, Dimitri Ramelot. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Merci beaucoup, vous aussi Dimitri, d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes l'un de nos correspondants RTL dans la région Grand Est. Vous connaissez parfaitement les affaires de police et de justice. Ce sont des dossiers que vous suivez avec assiduité et avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce qui fait, Dimitri, à ce stade de l'enquête, je parle bien à ce stade de l'enquête, qu'est-ce qui fait hésiter les enquêteurs? Parce qu'ils mettent quand même tout de même 3 mois pour conclure au suicide. En fait, déjà la personnalité de Brigitte, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui a priori n'est pas suicidaire, qui avait certes des problèmes un peu psychologiques, qui avait rencontré un psychiatre à 5 reprises après son accident de cheval. Elle avait subi des opérations et là-dessus tout n'est pas clair. C'est-à-dire que certaines personnes disent qu'elle était vraiment très dépressive. Personne ne parle de suicidaire, mais qu'elle était très dépressive. D'autres disent que pas du tout, qu'elle l'avait été, mais qu'elle l'était plus. Donc là déjà on ne sait pas bien sur quel pied il faut danser. Et puis il y a ce que dit aussi le docteur Muller. Il est devant sa télé, il dit qu'il y a ce coup de feu. Il y a quand même quasiment 40 minutes entre le moment où il dit qu'il a commencé à regarder ce film et le moment où il appelle et où il entend le coup de feu et le moment où il appelle la gendarmerie. Et puis finalement il dit que ça se passait plutôt pas trop mal avec sa femme. Donc voilà, tout ça fait que ça balbutie un petit peu au début. Alors on parle, et c'est très intéressant ce que vous racontez évidemment Dimitri, avec cette personnalité de l'épouse qui est là la victime. On a en ligne maître Michael Vaquez. Bonjour maître.
Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'être notre troisième invité dans l'heure du crime. Vous avez été l'avocat de la famille de Brigitte Muller. Maître Vaquès, dès le début, sa famille, on vient d'écouter là ce que nous dit Dimitri Ramelot là-dessus, et ainsi que Alain Cheval. Dès le début, sa famille ne croit pas à la thèse du suicide. C'est radicalement impossible. D'ailleurs, la maman de Brigitte déclarait que sa fille lui avait rapporté que lors d'une discussion avec son mari, 15 jours avant sa mort, celui-ci lui aurait dit « Si tu fais une connerie, je te descends ». Et beaucoup de personnes ont été entendues dans l'entourage de Brigitte. Tout le monde s'accorde à dire qu'à ce moment-là, Brigitte n'était absolument pas suicidaire et tout allait pour le mieux à ce moment-là. Et elle avait même fait la connaissance d'un homme, un chercheur au CNRS, quelques semaines avant le drame. Alors, on va évidemment parler de la personnalité du docteur Muller, qui va être au centre de toute cette affaire. D'ores et déjà, d'après les premiers éléments que peuvent recueillir les enquêteurs, on dit de lui que c'est pas un très bon collègue pour certains médecins qui ont travaillé avec lui. Oui, alors en fait, Jean-Louis Muller est un personnage plutôt colérique, qui aime se mettre en avant, qui veut toujours avoir raison, très procédurier. Il a eu des démêlés dans le cadre de son activité professionnelle avec des collègues. Ça a été jusqu'à l'ordre des médecins, ça a été des insultes. Son ex-associé s'est senti menacé. Donc ça a été très 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 loin en termes de contentieux, parce que Jean-Louis Muller refuse très souvent la contradiction, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui veut toujours et systématiquement avoir raison et avoir le dernier mot. Avoir le dernier mot, ça ne fait pas forcément de Jean-Louis Muller un meurtrier, mais un climat de doute où les témoignages se multiplient pour démentir la thèse du suicide d'une femme qui avait goût à la vie. Ce climat s'intensifie, le docteur Muller va ainsi se retrouver exposé à toutes les accusations. Le 8 novembre 2001, 2 ans jour pour jour après la mort de Brigitte Muller, coup de théâtre. Jean-Louis Muller est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. À l'appui de nombreux témoignages, le juge Régis Pierre doute de la thèse du suicide. Les parents de Brigitte sont réentendus. Ils indiquent avoir parlé au téléphone avec leur fille pendant 45 minutes, quelques heures seulement avant sa mort. Tout allait bien. Le père affirme qu'elle avait peur de son mari. Véronique, une amie proche, précise que Brigitte voulait divorcer, mais qu'elle ne le pouvait pas car elle se sentait coincée. 3 jours avant le décès, le 5 novembre 99, Brigitte avait embrassé son amant sur la place Kléber à Strasbourg et était rentrée plus tard que d'habitude à Ingwiller. Son amant l'avait ensuite appelé à la maison. Le mobile qui aurait poussé le docteur Muller à tuer sa femme pourrait donc être le suivant, celui d'un désaveu amoureux. Le médecin dément farouchement. Les 2 enfants du couple également interrogés ne mettent pas en doute la thèse du suicide. L'aîné, Raphaël, 13 ans au moment des faits, indique que le comportement de sa mère avait changé depuis son accident de cheval car elle avait beaucoup souffert. Le juge suit la piste de l'homicide mais n'a pas de preuves. La balistique va-t-elle parler ? Un expert qui a examiné le revolver Ruger, retrouvé au pied de la victime, note que le barillet de l'arme était curieusement chargé. Soit, écrit-il, par une personne ignorante en matière d'arme à feu, soit chargé par une personne voulant faire croire que c'était une personne non habituée aux armes qui avait procédé à son chargement. Selon lui, la trajectoire de la balle établie par les médecins légistes ne serait pas conforme avec celle d'un suicide. Un deuxième expert ajoute qu'on ne peut pas conclure à un tir réalisé de la main droite par l'épouse. Un troisième, spécialiste indépendant de l'Office fédéral de la police judiciaire de Wiesbaden, note que dans l'hypothèse d'un suicide, je cite, on pouvait s'attendre à trouver la main ou les mains intensément recouvertes de particules. Or, il n'en est rien pour la victime retrouvée morte dans la cave de la maison d'Ingwiller. Un médecin légiste de Hambourg, le docteur Christian Schima, va encore plus loin. Selon lui, l'ensemble des lésions pourrait s'expliquer par un deuxième coup de feu. Un premier tiré à une distance quelconque, le deuxième à bout touchant. 5 cartouches étaient dans le barillet, 3 ont été retrouvées percutées.
Malgré l'absence d'empreinte digitale de sa femme sur l'arme et les faibles résidus de tir retrouvés sur les mains de son épouse, le docteur Müller est catégorique. Il n'a pas tué Brigitte, il ne cesse de le répéter. Il affirme qu'il n'avait aucune raison de commettre ce crime et il ne savait même pas que son épouse avait un amant. D'après lui, l'état psychologique fragile de la victime suffit à expliquer son geste. Le médecin va même suggérer que sa femme et son nouvel ami avaient peut-être envisagé de le tuer, lui, le mari. Brigitte aurait manipulé sans précaution le revolver et le coup serait parti tout seul. Autant d'explications qui n'arrivent pas à convaincre le juge d'instruction. Jean-Louis Müller est alors renvoyé devant une cour d'assises pour le meurtre de Brigitte. Et nous allons voir dans le chapitre suivant ce que va donner ce procès, et d'ailleurs ceux qui vont suivre, parce que l'histoire est encore longue. On reste pour le moment sur ce tournant de l'affaire. Le docteur Müller est mis en examen et écroué. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et en ligne dans l'heure du crime, il est écroué, et à ce stade, essentiellement sur des témoignages qui sont finalement contre lui, accablants, et qui disent « c'est pas possible, Brigitte, elle n'a pas pu se suicider », c'est ça ? C'est un peu ça. Alors, ce qui est étonnant dans cette procédure, c'est qu'il n'y a pas d'empreinte, il y a pas de témoignage, hormis le témoignage de l'époux, qui malheureusement a opté pour une attitude qui était agaçante, puisque on n'a pas affaire à un veuf endeuillé, on a plutôt affaire à un spécialiste des tirs et des armes à feu qui donne la leçon à tout le monde. Alors c'est vrai que se retrouver aux assises avec on va pas dire un dossier vide, hein, c'est loin de là cette idée, mais avec un dossier où on n'a pas de témoignage direct, c'est un peu léger. Voilà, dossier Alain Cheval où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'aveu, hein, et il n'y a pas d'indice. Donc il y a ces témoignages dont vous parlez, et finalement Alain Cheval, il y a aussi ce mauvais profil. Il faut l'appeler comme ça, du docteur Müller. On peut dire, c'est ce qui traverse un peu toutes les procédures, c'est le comportement, le visage. On parle de plusieurs visages du docteur Müller, qui a un visage qui a évolué on va dire d'assise en assise, puisque c'est vrai que sur le premier procès, on est face à quelqu'un qui décontenance, qui agace. On va le voir ce premier procès. Hein. On va y venir, mais effectivement dans cette instruction, si je puis dire, il donne pas le meilleur de lui-même, Müller. Hein. Il est un petit peu froid, il est distant et il fait de la leçon à tout le monde. Hein, c'est ce qui ressortira. Il fait de la leçon à tout le monde. Il faut garder en tête cette explication. Par exemple, quand il parle de la découverte du corps de son épouse, il se met à expliquer les gestes qui auraient conduit à son suicide, et il fait le médecin légiste qui est en train de découper sa femme comme s'il était en plein milieu de son travail. C'est assez décontenançant à la fois pour les enquêteurs, à la fois pour les magistrats. C'est une attitude qui agace, qui choque certainement, ce froid. Et c'est un peu l'image qui rend une personne très froide, très distante de tout ce qui se passe. Tout à fait. C'est ce miroir, le miroir qui l'image que renvoie le miroir n'est pas la meilleure pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dimitri Ramelot, je reviens vers vous, correspondant RTL dans la région Grand Est, et vous connaissez bien cette histoire. Je vous donne une partie difficile à traiter, Dimitri, mais vous avez l'habitude. C'est qu'il y a beaucoup on va pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a beaucoup d'expertises, notamment des expertises balistiques. Tout ça, c'est très technique, mais on a l'impression qu'elles se contredisent déjà. On est à l'instruction là, que c'est pas facile pour les experts de savoir exactement qui a fait quoi. Mais c'est un vrai problème. En fait, c'est pour ça que finalement cette histoire escalait, très compliquée, 3 procès d'assises, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu 3, 4, 5 expertises au niveau de l'arme, qui a tué. Alors ça se contredit. Et puis alors les résidus de poudre, il y en a, puis il y en a plus, puis il y en a un peu, mais ça veut pas dire pour autant que c'est lui qui a tiré. Et puis il peut aussi ne pas être entré dans la salle, ne pas avoir tiré, mais comme il y a eu un coup de feu, quand vous pénétrez dans une salle, il peut y avoir une atmosphère polluée de poudre qui retombe sur vous au moment où vous rentrez, même après coup. Donc tout ça est très compliqué, et finalement personne n'arrive à se forger vraiment une conviction profonde sur ce qui a pu se passer. Exactement, Dimitri. Pour être clair, on a là peut-être les meilleurs experts européens en matière de balistique et d'experts légistes. On va les chercher à Wiesbaden. C'est un laboratoire très très important, Wiesbaden. Oui. Hein, laboratoire de la police allemande, ça plaisante pas du tout. Et on s'aperçoit que ils savent rien. Hein, non, ils ne savent pas.
Oui, ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'on a les pontes de la spécialité qui sont les uns à côté des autres, qui rendent des rapports et ils ne sont pas d'accord. Donc si vous voulez, il y a un moment où si les experts ne sont pas d'accord, qui peut mettre les experts d'accord ? Et finalement, jusqu'au bout, personne ne va y arriver. Et c'est ce qui fait qu'il y a doute pendant 14 ans. Alors qui peut mettre les experts d'accord ? C'est la très très bonne question que vous posez, évidemment, Dimitri. Je ne vais pas la poser tout de suite à maître Michael Vaquez, qui est l'un des avocats de la famille de Brigitte Muller et qui est en ligne avec nous. Votre client, à ce moment-là, maître, qu'est-ce qu'elle dit, la famille, et surtout, que dit le docteur Muller dans l'instruction de ses expertises, vous qui avez eu accès au dossier? Alors, le docteur Muller reste très sûr de lui. Il nous dit la chose suivante. Il a pu être contaminé par les résidus de tir, par un effet type aérosol. C'est-à-dire que si vous vous déplacez dans une pièce qui peut être exiguë, comme une cave, puisque le lieu du drame a eu lieu dans la cave, Jean-Louis Muller nous dit qu'il a pu être contaminé à ce moment-là, notamment quand il s'est rendu dans cette cave, il y avait des particules de tir qui étaient encore en suspension dans l'air, et que ces particules de tir aient pu contaminer donc Jean-Louis Muller. Il y a aussi une question qui se pose, c'est le mobile supposé, ça serait une romance avec un amant, une romance de Brigitte Muller avec un amant. C'est une relation qu'il n'aurait pas supportée. Oui, c'est un mari qui est possessif, c'est un mari qui est jaloux. Et il faut savoir que le jour du drame, Brigitte s'était entretenue au téléphone avec cet homme, le 8 novembre 1999, quelques heures avant les faits. Tout porte à croire que Jean-Louis Muller a eu connaissance à la fois de cette relation, mais probablement également de cette liaison téléphonique le jour des faits. Alain Cheval, journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace, c'est le seul mobile, vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement pas de preuves, pas d'indices, il n'y a pas grand-chose dans ce dossier, et le mobile, on n'en est pas vraiment sûr non plus, quoi. C'est cette espèce de romance, de jalousie, quoi. Ça démontre qu'il était au courant de cette romance. En tout cas, ce qui est avéré, et je pense que les médecins psychiatres qui ont eu affaire au docteur Muller disent que c'est quelqu'un qu'on ne quitte pas, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant. On sait, mon confrère en a parlé tout à l'heure, qu'il avait eu maille à partir avec une de ses collègues avec laquelle il s'était installé dans son cabinet. Lorsqu'elle a décidé de se séparer d'un commun accord ou à l'amiable, il a fait toutes les difficultés possibles pour qu'elle puisse partir, au point un jour de venir avec un fusil, de lui pointer le fusil sans tirer, bien sûr. Elle a eu tellement peur qu'elle a déposé plainte. Le Conseil de l'ordre des médecins s'en est mêlé. En tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement virulent lorsqu'on ne va pas dans son sens, lorsqu'il est en frustration. Donc ça peut-être expliquer la suite, peut-être. C'est quelqu'un qui est capable effectivement d'explosivité. C'est ce que diront sans doute aussi les experts. La cour d'assises attend Jean-Louis Muller qui n'a jamais varié dans ses dénégations. Il n'a pas tué Brigitte. Une constance en sa faveur dans un dossier qui ne comporte ni preuves ni témoins. Reste à savoir ce que diront les jurés. Ce 6 octobre 2008, le docteur Muller, costume gris, visage rond, lunettes, apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises du Bas-Rhin, à Strasbourg. L'accusé et ses avocats, à l'époque Thierry Moser, François Saint-Pierre et Pierre Schultz, avaient demandé lors de l'instruction une reconstitution du crime. En vain, cette requête, curieusement, n'a jamais été suivie des faits. Impossible pour les experts d'accéder à la cave de la maison Dinkviller pour livrer leur rapport. Pas d'aveu, pas d'appreuve. Le légiste et balisticien Christian Schima revient même sur ses conclusions, indiquant qu'il s'est sans doute trompé. La thèse de l'homicide s'en trouve fragilisée, mais les jurés ne semblent retenir que la personnalité dérangeante de l'accusé. Un homme froid, autoritaire et presque cassant. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Jean-Louis Muller fait appel. Le 15 juin 2010, le docteur Muller est devant la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin, à Colmar. Après un 10e refus de reconstitution, les avocats de Muller présentent à la cour un rapport de mise en situation, une espèce de reconstitution effectuée à titre privé. La partie civile était conviée à y assister, tout comme le parquet, mais tout le monde a décliné l'invitation. Cette reconstitution parallèle, sous contrôle d'huissier, est placée sous l'autorité d'un éminent légiste suisse, le professeur Patrice Mangin, indique que le tir homicide est difficilement explicable. Présenté par un psychologue comme paranoïaque, querelleur
et psychorigide, un homme qui ne supporte pas le hasard et veut tout contrôler. Jean-Louis Muller est à nouveau condamné à 20 ans de prison. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, on vous retrouve dans l'heure du crime. 2 condamnations successives, première instance et puis ensuite procès en appel. Et puis ce n'est pas terminé, on va le voir par la suite. On a le sentiment, encore une fois, que au procès, c'est un homme qui est inflexible, qui ne lâche rien, et finalement ça passe très mal cette attitude. Oui, effectivement. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur le premier procès, il est bavard à souhait. Il commence à expliquer comment le crâne de sa femme a pu exploser sous l'effet de la cartouche du 357 Magnum. C'est du plus mauvais effet. Il est glacial. C'est le légiste de sa propre femme et l'effet est désastreux. Dans le deuxième procès en appel, comme on lui refuse la demande de pouvoir visionner ou voir cette reconstitution, il se mure dans le silence, ça ne fait pas les affaires de ses avocats, et on se retrouve du coup à préparer, enfin ça on le sait pas encore, mais on va sans doute se diriger vers un troisième procès. Mais c'est vrai que le visage de Muller n'a fait qu'évoluer, pas forcément dans le bon sens. Alors sans trop dévoiler la suite de l'émission, c'est vrai que le changement de l'équipe, on va dire, d'avocats va être magique. Va être radical et magique. Oui, effectivement, c'est la botte magique du docteur Muller, on peut l'appeler comme ça. Et on va voir pourquoi. Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans la région Grand Est, pourquoi ce refus de reconstitution? C'est rare dans une affaire criminelle, vous en suivez assez pour le savoir. C'est d'autant plus important. Si, je suis là. Pardon. C'est d'autant plus important de s'y arrêter, Jean-Alphonse, que finalement cette histoire de reconstitution, on va pas non plus dévoiler la fin de l'histoire, mais va être primordiale. Alors pourquoi on lui refuse? Les arguments qui sont avancés, c'est d'abord que la maison a été vendue, que les lieux ont été modifiés et que on n'a pas de certitude ou de quasi-certitude sur ce qui s'est passé dans cette pièce. Et en plus, les magistrats disent non, mais de toute façon, comme il nie avoir tiré, de toute façon, il ne refera pas les gestes. Donc ce sont ces arguments-là qui sont avancés finalement pour ne pas faire de reconstitution, alors que effectivement ses avocats et lui-même le réclament à corps et à cri. C'est des arguments un peu faibles, parce qu'effectivement une reconstitution, si vous avez quelqu'un qui nie, on est là pour le mettre en situation. Bon, enfin on va pas s'étendre là-dessus, mais ça paraît un petit peu bizarre comme réponse. Maître Michael Vaquez, l'un des avocats de la famille de Brigitte Muller, à ces procès, les psychologues vont se déchaîner contre le docteur Muller. Bon, les expertises psy décrivent un homme colérique qui peut s'emporter, imbu de sa personne. Et puis, j'aimerais surtout noter l'importance des expertises psy, peut-être pas forcément sur celle de Jean-Louis Muller, mais sur la défunte, puisqu'il y a eu quand même un travail qui a été fait là-dessus, puisque le dossier médical de la défunte a été saisi. Les expertises psy nous disent que cette âme n'était pas suicidaire. Et on savait tous, concernant l'expertise psy de Jean-Louis Muller, mais ça c'était pas un secret, il suffit d'entendre et de voir Jean-Louis Muller s'exprimer ou se comporter pendant 10 minutes pour prendre pleinement connaissance de la nature du personnage. C'est-à-dire un homme qui sait tout sur tout le monde et qui essaie de manipuler tout le monde. Jean-Louis Muller ne veut pas en rester là. Il a saisi la Cour de cassation pour obtenir un nouveau procès. Il va obtenir gain de cause et comparaître une 3e fois aux assises. Le 21 octobre 2013, Jean-Louis Muller comparaît libre devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Le dossier ne comporte toujours pas d'aveu et pas de preuves matérielles. Le nouvel avocat de l'accusé, maître Éric Dupont-Moretti, parle d'une affaire extrêmement difficile. Les experts défilent en esquissant le scénario d'un crime maquillé en suicide par un mari intelligent et qui ne supportait pas que sa femme le quitte. Pourquoi le 357 Magnum ensanglanté ne portait-il aucune empreinte? Pourquoi a-t-on retrouvé davantage de résidus de poudre sur les mains du mari que sur celles de son épouse? Des impressions, mais pas de cohérence, davantage de questions que de réponses. Maître Dupont-Moretti sait que le doute profite parfois à l'accusé. N'ayant pas obtenu de reconstitution, il a fait venir dans la salle d'assises la fameuse table en L qui supportait le train électrique. Celle devant laquelle Brigitte a trouvé la mort. L'avocat démontre que Muller n'a pas pu tirer. En se collant derrière son épouse, il aurait fait écran aux projections de sang qui maculent les murs. Il n'a pas pu tirer à distance non plus vu la configuration des lieux. Une démonstration qui hérite l'avocat général qui martèle « Il a tué la mère, Muller a tué la femme, ça mérite 20 ans de prison ».
mais démonstration qui fait son effet sur les 9 jurés. Le 31 octobre, le médecin est acquitté. Il ôte ses lunettes et fond en larmes, soutenu par son avocat et son plus jeune fils accouru dans le box. C'est véritablement une victoire de la justice. J'affirme que Jean-Louis Muller est totalement innocent. Il a perdu sa réputation, sa maison, son travail, sa liberté, et justice lui a été rendue. Et voilà, ça c'est Éric Dupond-Moretti, effectivement, à ce procès qui est un petit peu l'artisan de ce retournement de situation. Dimitri Ramelot, c'est incroyable, c'est cette espèce de surprise, parce que là, 2 fois condamné, il est acquitté. Il faut dire que le spectacle en valait la peine. Ah non, mais c'était absolument incroyable. C'est-à-dire qu'Éric Dupond-Moretti, qui était le maître des acquittements, hein, c'est les anciens avocats de Muller lui avaient dit il faudrait peut-être changer d'équipe d'avocats. Ils l'ont même dit eux-mêmes qu'il fallait qu'il change pour avoir un œil neuf. Donc Moretti arrive à la cour d'assises et il se transforme en ébéniste, Jean-Alphonse. C'est-à-dire qu'il sort les planches, il sort les tréteaux, il pose tout ça 1 ou 2 jours avant. Tout le monde se dit non mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? Et lui, très calme, alors il avait fait monter la pression avant le procès en disant que c'était un procès très important pour lui, que la décision serait très importante. Et puis, ce jour-là, il prend les sperres balistiques. Alors voilà, vous allez jouer Madame Muller, puis après, vous allez jouer le tireur. Voilà, si vous mettez là, ça va pas parce que vous faites écran alors qu'il y a du sang là. Là, ça peut pas être de l'autre côté de la table puisqu'on a dit que c'était à bout portant, donc c'est pas possible. Là, ça va pas non plus parce que le pistolet serait pas là. Là, finalement, et ça marche. Éric Dupond-Moretti, ça marche. Et finalement, on comprend que il explique que finalement, si Muller est coupable, il aurait dû être en lévitation au-dessus de cette table. Ah oui, c'est le terme qu'il va employer, effectivement. Alors, mais c'est un truc totalement hallucinant, ce qui se passe dans cette... C'était du théâtre. C'était du pur théâtre, comme d'ailleurs souvent aux assises. Mais en tout cas, ça produit son effet sur les jurés. Et il faut ajouter à cela, et là, je m'adresse à Alain Cheval, journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace, et qui vous avez suivi totalement cette affaire, vous aussi. Il faut ajouter à cette espèce de numéro de passe-passe de Éric Dupond-Moretti le fait que les experts, ils n'ont pas été très convaincants cette fois. Ils sont un peu emmêlés les pinceaux, les pieds dans le plat, là. Mais ils font du rétropédalage, ils disent qu'ils sont plus sûrs de rien. Or ça plombe un peu l'argumentaire de l'avocat général, ça c'est une première chose. Et puis il faut surtout pas oublier qu'au 6e jour de ce 3e procès, il y a aussi du rétropédalage de la part du directeur d'enquête qui affirme qu'il y a 2 nouveaux témoignages, ceux des gendarmes qui étaient venus le soir de l'appel téléphonique, qui étaient venus sur place et qui se souviendraient 14 ans plus tard que le docteur Muller serait arrivé à la porte mouillé, il aurait pris une douche. Et donc, ça suppose qu'il se serait changé, qu'il aurait eu peut-être des traces de sang effacées, les particules de poudre. Mais en fait, c'est pas très cohérent. Je veux dire, revenir 14 ans plus tard raconter ça tient pas la route. Et je pense que ça va jouer en la défaveur de la défense. Enfin, pas de la défense, mais de l'avocat de l'accusation et de l'avocat général, tout simplement, puisque on peut plus se fier à rien. Et c'est vrai que Dupond-Moretti dit acquittator joue les effets de manche, comme il sait faire. Il fait peur aux témoins, il fait peur aux jurés, il fait peur à l'accusation. C'est du spectacle, comme disait le confrère, c'est du spectacle. Exactement, c'est du spectacle et il est dans son rôle, évidemment, maître Éric Dupond-Moretti. Maître Michael Vaquez, l'un des avocats de la famille de Brigitte Muller, vous êtes dans l'heure du crime aujourd'hui. Je suppose que la famille est abasourdie, elle va rester incrédule après ce verdict. Alors l'acquittement était très difficile à supporter, mais à la fois les experts et les témoins qui viennent à la barre lors de ce 3e procès ne sont plus du tout, ne sont plus autant concernés, on a l'impression, que lors des 2 premiers procès. Il y a moins d'impact dans les auditions des uns et des autres. Et puis, le ministère public n'a peut-être pas été aussi percutant lors du 3e procès que lors des 2 premiers. Si on se résume, maître, rapidement, Muller n'est donc pas un meurtrier et Brigitte était suicidaire, c'est ça ? C'est ça, avec cette symbolique quand même qui laisse pantois. À la fois, donc, Jean-Louis Muller est déclaré innocent, donc elle se suicide, ou dans une salle de jeu, dans une pièce de vie, c'est-à-dire dans la cave, où il y avait un train électrique... des enfants, elle qui plaçait ses enfants au-dessus de tout, qui avait un amour vraiment très très fort pour ses enfants. Comment cette femme aurait pu se suicider
avec cette symbolique dans une salle de jeu, avec un train électrique, là où jouaient les enfants, c'est radicalement impossible. Cette fois, le docteur Muller est définitivement mis hors de cause par la justice, acquitté, même s'il n'en a pas totalement fini avec les procédures, souhaitant que son image soit totalement réhabilitée. 2 ans après son acquittement, le 20 février 2015, Jean-Louis Muller, 59 ans, se voit octroyer par la Cour d'appel de Nancy 367 551 € d'indemnisation pour les 600 jours qu'il a passés derrière les barreaux avant que la justice ne le déclare non coupable. Il réclamait plus de 2 millions d'euros. À la sortie de l'audience, il se déclare déçu par ce montant. J'ai subi 4 incarcérations, ça fait 600 jours de prison et presque 5000 jours de procédure. J'ai perdu ma clientèle, j'ai perdu ma maison, mon travail. Je me retrouve à 60 ans avec plus de chômage, plus rien du tout, témoigne-t-il alors sur RTL. Jean-Louis Muller, aujourd'hui âgé de 66 ans, n'exerce plus la profession de médecin. Il a refait sa vie et a ouvert des chambres d'hôtes dans sa région natale, l'Alsace. Il ne souhaite plus s'exprimer sur l'affaire tant que toutes les procédures ne sont pas éteintes. L'ex-docteur a en effet décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français pour procédure abusive. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, et vous avez suivi toute cette affaire pour le quotidien de cette région Est et de cette région alsacienne. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce dossier pour qu'il y ait finalement 3 procès et des incertitudes en permanence? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je pense qu'initialement, c'est l'enquête malheureusement des gendarmes qui sont peut-être venus un peu avec le doigt sur la couture face au docteur Muller. Donc peut-être et avec trop de certitude, Alain, c'est ça? Alors, trop d'incertitudes, oui, ça c'est ce qui transparaît durant toutes les procédures et puis pendant les procès, c'est-à-dire comment peut-on se retrouver avec une dizaine d'expertises toutes contradictoires, se retrouver avec des témoins en tête le cas du nouvel amant ou du nouveau compagnon de Brigitte qui sur les premières auditions dit clairement qu'elle n'était pas suicidaire et sur le dernier procès d'assises revient sur ses déclarations en disant que qu'elle avait l'air pas dans son état, peut-être même suicidaire. Je veux dire, c'est comment peut-on juger sereinement sur autant de contradictions d'un bout à l'autre de la procédure. Mais comme dit, je pense que à la base, ce qui pêche, c'est l'enquête du départ, qui est plein de trous dans la raquette. Voilà, c'est ça. C'est une enquête qui démarre mal, et comme souvent les enquêtes qui démarrent mal, eh bien elles finissent mal. En tout cas, elle laisse un point d'interrogation à la sortie. Alors c'est pas tout à fait le cas, puisqu'il faut quand même le répéter, le docteur Muller a été acquitté, donc il n'a plus rien à voir avec cette affaire en justice, il faut bien le répéter. Dimitri Ramelot, 3 procès, je le disais, avec Alain Cheval. Il y a une leçon quand même dans cette histoire, c'est que finalement ça illustre à la fois la force et la faiblesse des experts, ça on peut le dire. Ah mais totalement, c'est-à-dire que personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Il y a effectivement une enquête des gendarmes qui commence mal, pas de perquisition, pas de saisie des vêtements. Ils sont arrivés finalement chez quelqu'un qui disait que sa femme s'était suicidée alors qu'ils le fréquentent eux en tant que gendarme parce que lui est médecin légiste, on le rappelle. Donc bienveillance ou pas, peu importe, mais c'est vrai que c'est mal parti. Les 48 premières heures sont cruciales et derrière effectivement, Jean-Alphonse vous l'avez dit, un festival de rapports, d'expertises contradictoires qui disent oui ça peut être lui mais ça peut aussi être elle. Enfin comment veut-on que la justice avance avec ça peut être lui mais ça peut aussi être elle. Donc finalement au bout du bout pas de certitude et puis cet avocat qui se transforme en menuisier dans la cour d'assises et qui réussit finalement à porter la conviction. La mise, c'est ça. Et maître Michael Vaquez, avocat de la famille de Brigitte Muller, on vient d'entendre Alain Cheval puis Dimitri Ramelot avec ses erreurs commises dans le dossier. Finalement, c'est une affaire qui est, on pourrait dire presque, qui n'est pas élucidée, car il n'y a pas de crime. Finalement, on ne sait pas grand-chose. Alors, c'est pas une affaire élucidée parce que, vous savez, je pense que, dans la région, mais il faut respecter la décision de justice. Mais après, il y a l'imaginaire collectif, il y a ce que les gens savent, notamment dans cette commune, Dingwiller. Personne, je dis bien personne, ne croit à la thèse du suicide, hormis peut-être la famille de Jean-Louis Muller.
mais personne ne croit à la thèse du suicide. Alors est-ce que cette affaire est élucidée? On va dire qu'elle est élucidée sur le plan judiciaire, puisque la vérité judiciaire est celle d'un acquittement. Mais ce qui est assez étrange, c'est que dans les faits, tout le monde reste sur sa faim, puisque personne ne croit au suicide. Et donc c'est une affaire qui reste, j'ai envie de dire, non élucidée dans l'imaginaire. Elle reste toujours l'affaire du docteur Muller, en un mot. Oui, c'est assez symptomatique. C'est l'affaire du docteur Muller, puisque c'est Jean-Louis Muller qui a attiré la lumière sur ce dossier, mais on oublie trop souvent que dans l'affaire Muller, il y a une femme qui a perdu la vie, qui a laissé 2 enfants, et qui a laissé également donc une famille, des frères, une maman, dans la peine et le chagrin. Merci beaucoup, maître Michael Vaquez, Alain Cheval et Dimitri Ramelot d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.